connaissez sans doute l'expression 40 rois qui ont fait la France. En réalité, la France s'est faite à une époque où le pouvoir des rois était extrêmement faible et elle s'est organisée selon le principe de la féodalité. Les invasions normandes, les invasions arabes qui venaient de la mer, ainsi que les invasions hongroises, les Magyars, avaient semé un grand désordre dans l'Empire. Il était très difficile à un pouvoir central de résister à ces invasions. Et elles avaient donc accru le pouvoir des seigneurs locaux qui étaient à même de faire face à ces brusques incursions. De plus, à l'époque, il y a de grands troubles dynastiques, une rivalité entre les derniers Carolingiens et les Robertiens, qui sont les ancêtres des Capétiens. Les Carolingiens et les Robertiens contrôlent chacun une partie du territoire, si bien qu'en réalité, une grande partie du royaume de l'ancienne Francie occidentale échappe au pouvoir de ces rois. Le comté de Flandre, le comté d'Anjou, le comté de Toulouse, le duché de Normandie, le duché de Bretagne, qui de toute façon est toujours un petit peu à l'écart du reste du royaume, le duché de Bourgogne, le duché d'Aquitaine, le duché de Gascogne. Mais aucun de ces vastes territoires, aucune de ces grandes provinces ne prétend être elle-même un royaume. Et aucun des grands seigneurs qui les gouvernent ne prétend contester l'autorité légitime des rois. Même si cette autorité est parfois un peu théorique, et même s'il est parfois difficile de savoir qui est vraiment le roi. Donc ces querelles dynastiques donnent une grande impression de désordre, mais il s'agit d'un morcellement du royaume, mais pas du tout d'un éclatement. Plus tard, les Capétiens appelleront ce Xe siècle le siècle de fer. Quand une nouvelle dynastie arrive sur le trône, elle explique que la précédente était complètement indigne de sa tâche. Mais en fait, c'est au cours de ce Xe siècle que l'ancienne Francie occidentale va commencer à s'appeler la France, et c'est aussi au cours de ce siècle que va commencer de se former une seule et même langue pour ce royaume, la langue française, qui toutefois est encore bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et partout à l'intérieur de ce royaume, l'ancienne Francie occidentale va prévaloir le même mode d'organisation, la féodalité. C'est un mode d'organisation et non pas un mode d'anarchie. Et d'ailleurs, la féodalité va être assez différente dans l'ancienne Francie occidentale et dans l'ancienne Francie orientale. Ce régime féodal repose sur l'existence d'un lien personnel entre le suzerain et son vassal. Chaque seigneur est détenteur d'un fief qui lui a été accordé pour lui permettre de subvenir aux dépenses de la guerre, surtout maintenant que la guerre se fait à cheval. Mais ces territoires, qui sont à l'origine accordés par les rois, sont devenus héréditaires, si bien que les charges y afférentes sont elles aussi devenues héréditaires. Et ces charges, ce sont la guerre, il faut défendre les gens qui habitent sur ce territoire, la justice, on rend la justice, et la fiscalité. Le seigneur lève des taxes sur son fief. La guerre, la justice, la fiscalité, ce sont les trois attributs principaux du pouvoir. Et envers ces vassaux qui sont eux-mêmes des seigneurs, il garantit l'intégrité de leur fief. En effet, un fief, ça n'est pas, ça proprement parler, une propriété. Le duc de Normandie n'est pas libre de vendre la Normandie, de la couper en morceaux ou de la distribuer entre ses enfants. C'est une entité politique. Et à l'inverse, les vassaux ont des devoirs envers leur seigneur. Ils ont le devoir, qui est aussi en fait un droit, de le conseiller en sa cour. Souvent la justice se rend dans la cour d'un château, c'est pour ça qu'on parle de cour. Il le conseille aussi en matière fiscale. Le seigneur ne gouverne pas tout seul, il tient compte de ses vassaux. Le second devoir très important, c'est l'ost, le service militaire. Selon l'étendue de son fief, chaque seigneur doit lever un certain nombre d'hommes en cas de guerre et les mettre au service de son suzerain. Il lui apporte également des contributions en argent, à l'occasion par exemple du mariage de sa fille, ou le jour où le fils de son suzerain est armé chevalier, ou encore s'il faut payer la rançon de son suzerain, ce qui arrive de temps en temps, y compris au roi, cela arrivera notamment à Saint-Louis ou à Jean de Lebon. Et ces obligations mutuelles se manifestent par l'hommage que le vassal rend à son suzerain. Il place ses mains dans celles de son suzerain et souvent il lui présente une motte de terre pour rappeler que ses droits, ses devoirs, ses charges publiques sont liés à une terre. Et tous ces liens de suzeraineté et de vassalité forment un solide réseau à travers tout le royaume. C'est une sorte de pyramide, mais une pyramide montante qui part du bas pour aller jusqu'en haut, jusqu'au roi, mais le roi lui-même est en fait élu. Et ce réseau maintient l'unité du royaume. Les comtes et les ducs gouvernent les provinces au nom du roi et ils ont eux-mêmes des vassaux, des vavasseurs, etc. Et c'est le roi qui est le suzerain de tous. Mais alors que se passe-t-il quand vous avez plusieurs suzerains? Vous pouvez hériter d'une terre qui se trouve dans le Poitou et d'une autre qui se trouve en Normandie. Que se passe-t-il si le duc de Normandie et le comte de Poitou entrent en conflit?
eh bien vous devez servir en priorité celui à qui vous avez prêté l'hommage lige. C'est un hommage qui prime sur tous les autres.